810 personnes ont participé à la première édition du Délire Grave. Après un échauffement en musique dans la bonne humeur, les participants se sont lancés dans un parcours semé d'embûches. Alors le parcours du Délire Grave, c'est deux parcours, un parcours de 4,7 km pour les petits et un parcours de 11 km pour les grands. Alors le 4,7 km, il y a 12 obstacles et le 11 km, il y a 24 obstacles. Les gens, ce qu'ils attendent, c'est de la boue. Donc on a eu quand même un partenaire Eiffage qui nous a fait dans leur chantier des beaux trous de boue. Et il y a aussi la traversée du bassin. Donc du bassin d'Aviron sur des canoës. Il y a aussi la maison en fait, de la nature qui est sur le parc. On l'a transformée en maison hantée. Donc ils doivent rentrer à l'intérieur attendre des personnes qui sont déguisées, avec de la musique, un C qui fait un peu peur, avec de la lumière, de la fumée. Donc c'est vraiment une maison hantée et ça risque d'être sympa. Ça c'est vraiment une surprise, un plus qu'on a mis cette année. L'idée de ce Délire Grave est aussi de terminer ce festival de la jeunesse avec un événement festif, sportif et convivial qui sort de l'ordinaire. On a voulu faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire parce que c'est vrai que proposer aux jeunes et moins jeunes des choses qu'ils peuvent faire, il y a tellement de choses qui peuvent se faire sur Gravelines que leur proposer des choses qu'ils peuvent faire tout le long de l'année, c'est un peu rébarbatif. Donc on a voulu faire quelque chose qui sorte un peu de ce cadre-là. Et c'est vrai que ça c'est des courses à obstacles, ça se fait un peu partout. On voit que ça prend, c'est populaire. C'est qu'on soit sportif ou non sportif, on peut venir parce qu'on peut venir pour faire la fête, on peut venir pour se lancer un défi. Donc voilà, tout était réuni pour faire quelque chose de bien sur Gravelines. Un beau succès pour cette première édition où tous les participants se sont pris au jeu. Des chercheurs allemands, américains, français et coréens sont venus à Gravelines durant 2 jours pour échanger sur les techniques d'imprimerie de ces différentes cultures ainsi que sur leur évolution. Nous sommes dans un cadre culturel, donc les échanges culturels, évidemment, de quelque nature qu'elles soient, ils sont toujours très riches. Et ici, à Gravelines, depuis maintenant plus de 30 ans, nous avons une spécialité avec le musée dans le domaine de la gravure de façon large et de l'impression en particulier. Mais on s'intéresse effectivement souvent au côté occidental de cette pratique. Aujourd'hui, donc, nous pouvons découvrir avec les Coréens une toute autre approche de ces techniques, des matériaux utilisés et des outils également qui sont les leurs. De multiples conférences, des démonstrations et des ateliers sont venus alimenter ces échanges. L'occasion pour le chef de la délégation coréenne de se laisser surprendre par les différences culturelles des différents pays. J'ai compris hier que si l'Orient utilisait surtout de la gravure sur bois, ici il utilise aussi d'autres matériels comme les pierres ou le métal pour la lithographie par exemple. Et j'ai donc pensé que le fait que le musée des Stampes soit à Gravelines m'a beaucoup impressionné. Surtout, hier j'ai visité le musée soi-même et j'ai vu que les techniques occidentales sont extrêmement bien appliquées. Parmi la délégation coréenne, 4 artistes graveurs sont venus faire des interventions, des démonstrations de gravure avec des explications à l'appui sur la gravure traditionnelle coréenne. On a le plaisir justement d'accueillir parmi les graveurs Lee Chun-suk, qui est artisan en gravure calligraphique dans une technique qui est classée au patrimoine culturel immatériel au niveau de l'UNESCO. Ce monsieur est un des plus grands graveurs sur bois actuels qui est en Corée. Ce colloque viendra enrichir la documentation de l'Institut national de la promotion de sciences coréennes qui conserve les documents classés trésors et patrimoine culturel nationaux. Les 70 000 livres confucianistes que conserve l'Institut sont notamment sur le point de devenir mémoire du monde de l'UNESCO. Le voyage ne devait durer que quelques mois, 8 tout au plus, mais ce n'est que 2 ans plus tard que Luc est revenu de son aventure en Afrique.
Au départ, le fait que ça a été plus long a été lié au fait que parce que le projet de base, c'était de faire le tour de l'Afrique en descendant par l'ouest jusqu'à Cape Town et en remontant par l'Eston. Et c'était un peu prétentieux de ma part de penser que c'était faisable en 6-8 mois, parce que j'ai mis 9 mois à arriver à Cape Town. Donc le délai a été rallongé au départ par le fait que ça a été plus long que prévu, parce qu'à l'aller, j'ai subi un tas de soucis qui ont été des soucis qui m'ont permis de rester plus longtemps à chaque fois, à chaque endroit. Mais les 9 mois qu'il m'a fallu pour faire Dunkerque-Cape Town n'ont été interrompus que par des arrêts forcés. C'est-à-dire soit la maladie, soit une casse mécanique. I lost all my water on the way, 5 liters. Des souvenirs lui en a plein la tête, mais aussi dans son appareil photo. Il est revenu en France avec près de 34 000 photos. J'étais pas parti dans le but de faire un film ou ni même de faire de la photo. J'étais parti avec du matériel photo. J'aime pas trop cette image du voyageur ou du touriste qui fait des photos pour amener des trophées. Et puis l'objectif de ce voyage, c'était de vivre ici et maintenant, et puis de pas anticiper sur grand-chose. Et finalement, quand on prend une photo, on est dans la démarche complètement inverse, parce qu'on est en train de vivre une situation. À partir du moment où on prend une photo, c'est qu'on anticipe sur le jour où on va la montrer à quelqu'un, où on va s'en rappeler comme souvenir, et on n'est plus dans l'instant. Du coup, j'ai pas énormément photographié en termes de fréquence. Par contre, j'ai eu des périodes où quand je restais une semaine ou deux dans un village où on finit par être intégré, là je dégainais l'appareil et je faisais pas mal de photos. Ces photos et vidéos seront réutilisées pour réaliser un documentaire, d'où l'appel à la mobilisation sur un site participatif. C'est-à-dire que je prévends un film qui n'existe pas encore, pour lequel j'ai fait une bande-annonce quand même pour que les gens sachent de quoi ça va parler et commencent à voir quelques images qui donnent envie d'en voir plus. Et cet appel de fonds sur le site de projet participatif est simplement sera utilisé pour financer les monteurs. C'est-à-dire moi dans l'histoire, c'est juste pour partager et financer les gens qui vont m'aider à réaliser ce film. Sur les 8 000 € nécessaires, Luc a déjà collecté plus de 6 000 €. Si la jauge passe la barre des 8 000 €, un carnet de voyage devrait être édité. Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande on sirote en voiture ordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure. Pour des piments et du vin d'où on passe la nuit claire-bois. On danse en frappant dans ses mains. Et on danse en frappant dans ses mains. On n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, et sans un sou vaguement gris. Avec des fleurs plein des charrettes, son destin dans la paume écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans la maison. Elle avait des yeux d'outre-mer, elle en montrait la raison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de enfant. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci parle vite, de l'odeur des magnolias. Sa robe tombe à tout de suite comme hâte la délia. En ce temps-là, j'étais crédule. Ouais, à mon bête promission. Et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. Quand c'est fini, tout recommence.
la plus banale romance, mais l'éternelle poésie. Et nous avions joué de notre âme. Ah, un long jour, une courte nuit. Aïe, 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 aïe. Au matin, bonsoir madame.